Le problème, c'est qu'on passe plutôt d'un excès à l'autre. C'est-à-dire on passe d'une époque où le masculin dominait très nettement le féminin à une époque où c'est l'inverse. C'est-à-dire finalement c'est le féminin qui éteint un peu le masculin. Donc cette féminisation a été mise en œuvre, on la voit, on pourra donner d'innombrables exemples. Sur le plan législatif, l'autorité paternelle a été très régulièrement destituée. Hein. La notion de père de famille a été supprimée, l'idée de chef de famille a également été supprimée, l'idée même d'autorité paternelle a été supprimée dans les textes à partir des années 70-72, donc ce n'est pas du tout récent. L'idée que la filiation biologique est transmise par le père, que l'épouse doit prendre le nom de son mari, enfin toutes ces choses-là, la suppression du mot, du titre mademoiselle par exemple, et toutes ces innovations que j'énumère d'ailleurs assez longuement dans mon livre, montrent que on a destitué la figure du père. Et dans un souci naïf, à mon sens, d'égalité. C'est-à-dire, par exemple, on a supprimé la notion d'autorité paternelle au profit de ce qu'on a appelé l'autorité parentale. Bon, l'autorité parentale, c'est-à-dire que l'autorité sur les enfants est partagée par les deux parents. Bon, c'est tout à fait sympathique, mais ça ne marche que pour autant que les deux parents sont d'accord. Hein, car si les parents sont en désaccord, l'autorité parentale ne fonctionne plus. Donc à ce moment-là, qui tranche? Bon. Par ailleurs, l'évolution sociologique a fait en sorte que le nombre d'enfants qui sont élevés par leur mère seule, soit mère célibataire, soit à la suite de divorces, de familles recomposées, que sais-je, si vous voulez, il y a beaucoup plus d'enfants élevés par des femmes que d'enfants élevés par des hommes. Donc, de plus en plus d'individus se trouvent incapables de résoudre le complexe d'Oedipe, et c'est ce qui explique que le type dominant, ou l'un des types très fortement dominants dans la société où nous sommes, je dirais que c'est le type du narcissique immature, n'est-ce pas, hein, c'est-à-dire de celui qui est... c'est le tout à l'ego, hein, d'une part, et d'autre part, c'est quelqu'un qui n'a pas... qui ne s'est pas émancipé du lien maternel parce qu'il n'y avait plus de père qui pouvait l'aider à le faire. Donc il vit dans une perpétuelle quête infantile de repères, et c'est ce type du narcissique immature qui parfois se transforme en pervers manipulateur, mais ça c'est une autre question. Je me rends compte que c'est difficile en fait de parler après ce film, qui est quand même le mien, mais donc je vous remercie vraiment d'être venu, ça me fait plaisir de vous le faire découvrir. Et je vois après, avec les petites discussions que j'ai eues, que c'est quand même un sujet un peu anxiogène. C'est très négatif comme sujet en fait. Donc je vous annonce quand même que dans la version longue, j'essaie de finir par quelque chose de plus positif. Je vais essayer d'un peu vous en parler là. Donc là je vais essayer de ne pas faire de redite par rapport au film. Donc c'est... voilà. Donc le but de mon intervention, c'est d'essayer de vous expliquer l'histoire symbolique de la figure paternelle dans le monde. Alors en fait, je vais repartir vraiment tout au début. Et tout au commencement, comme vous le savez, on dit au commencement était le verbe. Alors qu'est-ce que veut dire cette phrase? C'est qu'en fait, dans ma grille de lecture, elle explique parfaitement le fait que la tradition primordiale était transmise par l'oralité, donc quelque chose de très naturel, et donc par les femmes en fait. C'était une période, ce que Guénon appelle la tradition primordiale était transmise par l'oralité, donc par les femmes. Donc les femmes étaient véritablement divinisées, c'était de véritables déesses incarnées. Elles ne dominaient pas l'homme dans un sens de hiérarchie, l'homme contre la femme, le bien contre le mal. C'était une domination tout à fait logique, puisque le père en fait n'avait pas conscience de son rôle dans la procréation. Donc la femme était forcément divinisée par l'homme, enfin par le masculin en tout cas, et c'était une époque, comme le dit Francis Cousin dans mon film, de complémentarité primordiale. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de rapport de sexe violent, c'est quelque chose de très naturel. On peut dire que l'homme ne faisait qu'un avec le cosmos, avec la nature, tout était limpide. Certains diront que c'était l'âge d'or, on peut appeler ça comme ça si on veut. Donc pour les non-initiés, on peut essayer de définir la tradition primordiale. Je vous ai tout simplement pris la définition sur Wikipédia.
C'est la connaissance universelle de l'origine non humaine d'où sont issues toutes les traditions spirituelles de l'humanité. Donc c'est très réducteur comme définition, donc je vous conseille de lire René Guénon. Vous pouvez lire La crise du monde moderne et vous aurez une très bonne explication de ce que c'est. Donc dans cette période que l'on pourrait désigner d'âge d'or, comme je vous l'ai dit, les femmes sont posées au rang de déesses. D'ailleurs on peut le voir dans les statues. Vous voyez les statues où les formes sexuelles sont très prononcées. Les femmes sont toujours enceintes, elles ont toujours des formes extravagantes. On peut voir dans les idoles cyclodiques ou la Vénus de Willendorf, mais dans d'innombrables exemples. C'est vraiment la femme, le mot dominé n'est pas le bon, mais c'est la femme qui est prépondérante, on va dire. L'homme est là, mais le père n'existe pas encore. Le père, c'est une construction qui viendra plus tard. Donc nous sommes dans un monde sacral, dans lequel chaque chose est à sa place. Les cathédrales sont en l'homme, elles ne sont pas à l'extérieur. Il n'est qu'un avec le cosmos. Donc comme vous l'avez vu dans le film, cette période, je fais quand même un peu de redite pour la vidéo, cette période correspond à 98% de l'histoire de l'humanité. Donc c'est vraiment énorme. Aujourd'hui, on est comme des enfants face à un monde qui est géré par le capital, qui est géré par le... En fait, on essaie de se battre contre quelque chose qu'on ne maîtrise pas parce que c'est quelque chose de très nouveau. Donc voilà, c'est quelque chose de très nouveau. Voilà, excusez-moi. Donc la primauté des femmes, le fait que les femmes aient pour la première fois de l'histoire le pouvoir, entre guillemets, pouvoir positif, va faire que, au moment du néolithique, ce que Cousin appelle le capital, va utiliser ce pouvoir des femmes pour le retourner contre elles-mêmes. Et c'est en tout cas pour moi la naissance du matriarcat. C'est au moment où les premiers échanges entre les hommes arrivent en fait. C'est comme on l'explique très bien dans le film. C'est à partir du moment où vous commencez à vous échanger quelque chose, en germe, il y a forcément la banque, il y a forcément le monde de la banque. Donc le capital va utiliser cette force primordiale et primitive de la femme pour se retourner contre elle-même et donc créer un monde matriarcal. Donc c'est là où les femmes vont vraiment dominer l'homme. Donc d'après ce que j'ai trouvé, c'est vraiment au néolithique que ça commence. Avant, il n'y avait pas de domination homme-femme. Donc comme vous le savez, le néolithique, il y a l'apparition de la culture, de l'agriculture, de l'écriture aussi. Il faut savoir que l'écriture, donc ça se faisait avec le doigt ou un bâton sur de la glaise fraîche en gros, et ça a été inventé pour des besoins de calcul. Au départ, l'écriture, c'est quelque chose qui est fait pour calculer. Donc on voit bien l'argent qui est derrière tout ça. Et donc nous passons d'une communauté de lettres orales, les choses passent en nous, elles sont retransmises à notre voisin, à notre fils, à notre... Voilà, dans la tribu, dans la communauté, à une société de l'avoir écrit. Tout ce qu'on va avoir, on va l'écrire. Donc là, c'est très important de garder ça en tête parce que le monde change à ce moment-là. Donc arrivent les premiers échanges, comme je vous l'ai dit. Et en fait, ce que j'ai, d'après mes recherches en tout cas, et pour paraphraser Michel Rouche, que je vous conseille vraiment de lire parce que c'est vraiment un historien qui est très méconnu mais qui est exceptionnel, qui remet les choses à l'endroit et c'est toujours bon. On passe du commencement était le verbe au commencement était la femme. Et en fait, c'est de là d'où vient tout le problème. C'est-à-dire que la femme est source de vie, mais elle est également source de mort. Donc le monde matriarcal se base sur quelques points très précis. Il y a une véritable structure anthropologique. Et cette structure anthropologique va amener à la violence, en fait. Alors je vais vous citer quelques points, je ne pourrais pas tout dire parce qu'on est assez pris par le temps, mais tout d'abord, dans un monde matriarcal, la femme choisit son mari, son homme, quoi, et ses hommes. Elle choisit aussi celui de ses enfants. Alors il faut s'imaginer que dans un monde matriarcal, la polyandrie, ça peut aller jusqu'à 40 à 50 personnes dans le clan. Donc c'est vraiment énorme. C'est à peu près, je sais pas on est combien, c'est à peu près ça, quoi. Et donc le rapport guerrier, il est induit par la polyandrie. Pourquoi ? Parce que pour que l'enfant se détache du pouvoir maternel, il va être obligé de passer par des rites. Et les rites sont toujours guerriers, sont toujours violents. Donc la violence va être inhérente à ce procédé, à ce processus. Ensuite, là je paraphrase quelqu'un qui me reconnaîtra, je lui passe le bonjour, la femme pond et l'homme se bat. C'est en fait c'est la dualité du monde matriarcal, c'est ça, c'est le cliché originel, quoi. C'est la femme, c'est une pondeuse, et l'homme, c'est un guerrier. Donc il y a forcément conflit entre les deux. Pour information, dans un monde matriarcal,
le père n'existe toujours pas, c'est pas lui qui élève ses enfants, c'est l'oncle maternel. D'ailleurs, le mot oncle vient du latin avunculus, qui désigne l'oncle maternel. Donc on a même gardé ça dans nos sociétés modernes. Ensuite, il y a un principe très important qui reviendra plus tard. Je vous demande vraiment de retenir celui-ci. C'est le principe de la tanistrie. Alors la tanistrie, c'est un système de succession par le second. C'est-à-dire que le premier n'a rien, le premier des fils n'a rien, et les seconds ont tout. Par exemple, chez les Vandales, il y a des exemples comme ça. Ou alors, il y a aussi la tanistrie simultanée. C'est-à-dire qu'on partage à part égale à tous les enfants. Donc ça mène à quoi? Ça mène à des guerres fratricides, forcément. L'un va vouloir plus que l'autre, l'un va être plus légitime que l'autre par rapport à son combat, puisque c'est des guerriers, donc ils vont se combattre, et celui qui va gagner va avoir le plus grand nombre de terrains. C'est ce qu'on voit par exemple dans la succession de Clovis. Mais des exemples comme ça, il y en a des centaines, je ne peux pas vous les énoncer. Donc ce monde est en proie à de profondes crises mimétiques, dont nous parlerons plus tard. Un petit exemple assez marrant, c'est qu'encore aujourd'hui, en Inde par exemple, il y a des sociétés matriarcales. La société, cette société-là qui est dans le bouddhisme tantrique, en fait, ils font appel à des déesses par l'acte sexuel. Donc on a encore des résurgences aujourd'hui, même dans nos sociétés post-industrielles. Hein. C'est pas quelque chose qui a totalement disparu. Mais il va y avoir, si vous voulez, pas un combat, mais un espèce de rapport dialectique entre ce monde matriarcal et la montée du christianisme en Europe. C'est le christianisme qui plus tard va permettre de sortir de ce monde-là. Mais on n'y est pas encore, puisque dans mon énoncé, le père n'est toujours pas né. Donc pour revenir, on est toujours au néolithique, face à ce danger, puisque l'argent, le commerce s'est mis dans le rapport entre les hommes. La tradition primordiale dont je vous parlais, elle va être en danger de transmission. Et c'est à ce moment-là que le père va naître. Alors vous pouvez appeler ça la providence, Dieu, les cycles, vous appelez ça comme vous voulez. Mais c'est à ce moment-là où la figure paternelle va naître. Elle va naître comme garante de la tradition primordiale, sur une symbolique très claire, c'est la symbolique de la croix. On en parle un peu dans le film. C'est-à-dire que, d'après, c'est Vere Gordonschild qui parle de ça dans La naissance de la civilisation, ce père-là va être choisi à la fois parce qu'il a le plus grand nombre d'enfants, donc rapport horizontal de la croix, et aussi parce qu'il a un rapport spirituel. On pourrait dire que c'est un rapport magique ou quelque chose comme ça. Donc il va naître sur cette symbolique-là de la croix comme rempart, ça c'est très important. C'est le premier rempart à l'argent en fait. Le premier rempart à la guerre, c'est la figure paternelle. Donc ça renvoie au symbolisme d'un livre que je vous conseille également, de René Guénon, qui s'appelle Le Roi du Monde. On appelle aussi le Manu, enfin bref, pareil, je ne peux pas en parler, donc je vais accélérer là-dessus. Et aussi à l'incarnation matérielle de l'alliance entre l'autorité spirituelle, donc toujours pareil, cette partie-là de la croix, et le pouvoir temporel. Donc il y a en germe dans cette création de la figure paternelle, le roi de France. C'est déjà en germe à ce moment-là. Mais on n'en est pas encore. Donc la figure va évoluer à travers le temps. Et du coup, il va se créer ce qu'on appelle le roi prêtre dans les sociétés archaïques. Donc toujours pareil sur la symbolique de la croix, ça ne quittera jamais la figure paternelle. Donc le roi prêtre présente des reliquats de matriarcat. C'est un roi qui est élu. Donc il est élu et par cette élection, il est divinisé. On est loin des élections d'aujourd'hui. Hein. Il est le garant de la victoire guerrière et de la fertilité des femmes. De sorte que s'il perd au combat, non seulement il est destitué, mais une crise mimétique, la même dont je vous ai parlé au début, va se remettre en place. C'est-à-dire qu'on va retourner dans la forêt, il va être pourchassé par le peuple. En général, il est souvent décapité ou égorgé. Donc ce roi prêtre fait partie de l'évolution de la figure paternelle, mais c'est comme si cette figure paternelle n'avait pas encore atteint son apogée, si vous voulez. On est encore en construction de cette figure-là. Donc on refonde le peuple par le meurtre. Je vais quand même vous citer quelques exemples. En Irlande, par exemple, les rois scandinaves découpaient en petits morceaux les vaincus et mettaient leur tête sur un pic. Même en 673, j'ai vu que Childéric II, qui apparemment avait été quand même un bon roi, et le dernier roi à avoir régné sur la Gaule mérovingienne, est poursuivi avec sa femme, qui était enceinte. Il est égorgé et sa femme est éventrée. En fait, on a affaire à des sacrifices rituels. Des sacrifices rituels qui remontent à la période matriarcale, à la période du néolithique, et qui trouvent leur source dans le premier échange, dans le fait que l'argent et
le commerce se met entre les personnes, entre les individus. Alors je vais essayer de faire un peu de linguistique, c'est pas ma spécialité, mais allons-y quand même, pour expliquer l'origine de la souveraineté des femmes. En grec, la femme se dit kunep, en indo-européen kuna. Ça forme ensuite konu ou König, et quand on ajoute le préfixe ing, ça fait Köninge. Ce qui signifie que le roi n'est pas roi parce qu'il a été élu, il est roi uniquement parce qu'il est l'époux d'une déesse. La souveraineté est femme, c'est une déesse. Le roi est temporel, il est l'époux de la déesse, donc il est le roi. Le jour où où par exemple la fertilité des femmes est très mauvaise, on lui coupe la tête et on élit un autre roi qui le remplacera et qui, par crise mimétique, c'est infini, hein, c'est quelque chose qui peut durer encore qui va durer d'ailleurs pendant des siècles et des siècles. Donc, je répète, la souveraineté est femme, le roi est second, il est l'époux. Il y a donc une conséquence à cette primauté des femmes au niveau de la structure anthropologique des sociétés. Aristote disait par exemple que les tribus les plus guerrières sont la plupart du temps dirigées par les femmes. C'est ce qu'on peut voir avec Sparte par exemple. La différence entre Sparte et Athènes, c'est que Sparte, on dit c'est la société masculine par excellence. Non, c'est l'inverse. C'est la société matriarcale par excellence. C'est-à-dire que l'héroïsation de l'homme, c'est quelque chose de féminin, c'est quelque chose de matriarcal. Tout à l'heure, je parlais avec une personne et on en était venu à se rappeler pendant la guerre d'Algérie, où quand les hommes revenaient dans la Casbah, les femmes étaient sur les toits et au cri des you-you, obligeaient les hommes à retourner au combat. Il y a énormément d'exemples comme ça dans l'histoire où les hommes voulaient arrêter la guerre, en gros, et ont été obligés de continuer par ce pouvoir-là des femmes. Donc, comme je vous le disais, face à cette force matriarcale, il se développe en parallèle. C'est pas vraiment des combats, hein, c'est vraiment en parallèle une force chrétienne. Donc le royaume de France, comme vous le savez, fils aîné de l'Église, sera effectivement le temps et le lieu qui verra l'apogée et la grandeur de la figure paternelle. Car pour la première fois, le roi ne sera plus l'époux d'une déesse, il sera le lieutenant du Christ. Donc on passe d'une lignée matrilinéaire ou matriarcale, donc violente, à quelque chose de totalement différent, qui est plutôt pour la paix et pour une architecture traditionnelle. Pas que les femmes n'ont plus de pouvoir, hein. C'est simplement que, comme on l'a dit dans le film, chacun est à sa place et on est complémentaires. Donc cette modification qui, d'après mes recherches en tout cas, est spécifiquement française, est fondamentale dans l'histoire de l'humanité. Donc pour la première fois, le père est au pouvoir, sans volonté guerrière, toujours contre l'argent. La succession se fera au premier des fils, on sort de la tanistrie dont je vous parlais tout à l'heure, et pour le salut des âmes. Donc le père est en accord parfait avec la symbolique de la croix qui nous habite depuis le début de l'après-midi. Donc la France va retracer l'histoire symbolique des temps par ses rois. Elle va sublimer l'archaïsme païen, sans le tuer, simplement en le domptant. La figure de Saint-Michel est toujours très importante dans ce genre de discours. La France chrétienne, finalement, utilise la force de l'adversaire pour la sublimer. On n'empêche pas la violence, on la sublime. Ainsi, pour parler en termes symboliques, Clovis sera l'élu, donc il y a toujours ce rapport avec le monde matriarcal. Charlemagne l'empereur, espèce de force guerrière, et Louis IX le saint, c'est-à-dire qu'on a réussi dans l'histoire symbolique de la France, enfin de la relation entre la France et le christianisme et le catholicisme en particulier, à sublimer ces forces qui nous habitent tous encore, enfin qui nous habitent tous, qui habitent toutes les sociétés, ces forces de violence, ces forces de violence, voilà. Donc cette construction tripartite de Clovis l'élu, Charlemagne l'empereur et Louis IX le saint résume à elle seule l'évolution d'un monde matriarcal violent et électif jusqu'à un monde patriarcal de paix sous dominance catholique. À savoir que si demain on nous proposait dans les élections, disons modernes, d'avoir, disons, un rapport violent ou en tout cas un rapport d'équivalence avec celui qu'on a élu, à la limite pourquoi pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on élit des gens, on sait pas qu'on veut leur couper la tête, mais disons qu'on aimerait avoir un espèce de retour sur, entre guillemets, sur investissement, quoi. Mais bon, l'élection d'aujourd'hui est, comme le dirait Chouard, une fausse élection. Bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc pour moi, il y a dans l'actualité un fait important, c'est que, je sais pas, je pense que vous avez tous remarqué ça, il y a une espèce de réaction aujourd'hui de droite qui est incarnée par des personnages assez étranges, comme Nadine Morano par exemple, qui nous parle de race blanche.
Alors, moi, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, je posais la question de... Ok, race blanche, pourquoi pas, mais Nadine Morano, elle conclut à quoi? Elle conclut à la France judéo-chrétienne. J'aimerais qu'on me dise ce qu'il y a dans ce qu'on vient de dire là de racines juives de la France. Ça n'existe pas. Pareil pour Monsieur Devilliers, là, qui sort un livre qui a dénoncé Bilderberg. Alors c'est énorme parce que nous, on en parle depuis des années. On est des complotistes ou je ne sais quoi. Maintenant, ça sort sur les plateaux télé. Mais il va jusqu'où? Il va jusqu'à la France judéo-chrétienne. Si on doit dénoncer ça pour arriver jusque-là, ça sert à rien. Et de l'autre côté, il y a une espèce de réaction de gauche. Les réactionnaires de gauche, c'est à la mode en ce moment. Onfray, Finkielkraut et compagnie. Pareil, ils arrivent jusqu'à la France laïque, la République. Finalement, c'est toujours le même... il y a toujours cette mâchoire en fait de réaction de droite, réaction de gauche, mais finalement, on n'avance pas, quoi. Donc je fais une petite aparté, hein. J'en avais d'autres, mais je continue. Donc pour revenir à la France royale, jamais dans l'histoire, d'après en tout cas ce que j'ai étudié, de notre civilisation, la transmission de la tradition primordiale dont on parle depuis le début ne s'est faite de manière plus aisée, car officielle. Elle est facilitée par le gouvernement, lui-même régenté par le catholicisme. Encore une fois, le roi était le lieutenant du Christ. Mais ça va selon moi encore plus loin. C'est-à-dire que la période capétienne transfigure la symbolique de la croix et la vision parfaite de la figure paternelle. De Duc Capet à Saint-Louis, le père va trouver le véritable sens de la royauté, c'est-à-dire la royauté du dedans. C'est pas seulement une royauté extérieure, c'est une royauté intérieure en chacun d'entre nous. C'est-à-dire l'essentiel. La royauté n'est pas seulement un système social du monde et les parties intégrantes de la vision traditionnelle. La royauté n'est pas seulement un système dans lequel il y a un roi, mais c'est une disposition providentielle où il est possible à chacun d'entre nous d'exercer sur soi-même et sur son entourage ce ministère de reconquête spirituelle, en adéquation symbolique avec la royauté de Dieu. Dans toute société traditionnelle, les rapports entre le ciel et la terre, l'homme et le cosmos, le visible, l'invisible, etc., sont déterminés, harmonisés par le souverain, qui exerce la monarchie universelle au sens vertical du terme. C'est-à-dire que le roi est tout à la fois l'image du roi, on peut dire l'image médiatrice ou descente divine, mais c'est également l'image du Dieu roi, d'un principe métacosmique. En lui se réfléchit l'unité fondatrice originelle. Il est au-delà, si on veut, des castes, des classes. Il domine, si on veut, de sa grandeur, toutes les divisions de la société. D'ailleurs, il ne dépend d'aucune caste et d'aucune classe. De même, il qualifie et détermine l'espace. Ça, c'est très important. La France a les frontières de la France veulent dire quelque chose. Regardez une carte, on a un pays assez particulier. Pareil, je saute, mais faites le travail vous-même, vous verrez, vous trouverez. Donc, il fait le royaume ou la cité, il vit et règne en son centre. Il est le maître et le gardien sacrificateur, et peut donc être, encore une fois, qualifié de roi-prêtre. Mais la grande différence avec le concept païen dont on a déjà parlé, c'est que là, il est le souverain essentiel. Le père du peuple rejaillit donc par l'architecture traditionnelle qu'il a mise en place sur les membres de son espace. Ainsi, le père de famille est le roi de la famille. Mais la mère n'est pas subordonnée au roi de la famille. La mère est la reine de la famille. Il n'y a pas de concurrence des sexes. Il y a une saine complémentarité. Le père reprenant la lance, comme disait Cousin, du sortir de soi, et la femme reprenant la force qui attise le foyer, car c'est la femme qui est maîtresse du foyer. Et donc, finalement, c'est la famille catholique qui est née. Qui est pour moi le rempart ultime à toutes les saloperies dont on parle dans le film. On y reviendra après. Donc mon histoire pourrait s'achever là, mais vous savez très bien qu'il n'en est pas question. Et donc on arrive... Alors, j'aimerais bien avoir l'avis de Marion là-dessus, après. D'après mes recherches, j'ai trouvé, je crois, le moment où cette symbolique de la croix commence à être renversée. Alors, je suis assez curieux d'avoir des historiens là-dessus. Au XIVe siècle, Philippe le Bel, donc c'est quand même avant la Renaissance, il semblerait qu'il y ait une rupture et les premières formes de laïcisation de la France. Une espèce disons qu'on laïcise, on administre, on modernise l'État. Et j'ai l'impression qu'ici est en germe la mort du roi. Donc je suis intéressé à ce que me dises après.
à Claire, tout à l'heure. Donc celui qu'on nommait le roi de fer, le roi de fer c'était donc Philippe le Bel. En quelque sorte, le premier roi moderne, il centralise, il économise le royaume, il administre. C'est également lui qui anéantit l'ordre du temple. Il fait venir le pape en Avignon. Et j'ai aussi vu qu'il chassait définitivement les juifs de France. Bon. Voilà. Donc dès lors, la figure paternelle est en déclin. La tradition primordiale de nouveau en danger. Quelques siècles plus tard, une crise mimétique de grande ampleur va s'abattre sur le royaume de France. Et vous allez voir qu'on retrouve les choses dont je vous ai parlé au début. On va les retrouver dans cette crise qui verra la mort du roi. Donc à la manière des sociétés archaïques matriarcales, on pourchasse le roi et sa femme. Mais cette fois-ci, on va plus loin. C'est comme si le pouvoir occulte était plus fort, était plus sûr de lui. On va guillotiner le père du peuple. Donc le père tout court. Je l'explique très bien. On a guillotiné le peuple tout court en guillotinant le roi. Donc la partie verticale de la croix est brisée. La croix elle-même est retournée. Nous passons d'un ordre naturel à un ordre renversé. C'est un sacrifice rituel archaïque qui est de retour. C'est là où c'est très intéressant, c'est qu'à partir de ce moment-là, le principe de la tanistrie va être de retour aussi. Comme si on voulait s'attaquer à la partie, si vous voulez, horizontale du père, déjà maintenant. Parce que désormais, les paysans seront obligés de séparer leurs parcelles à l'intégralité de leurs enfants. Ça va causer la chute de la démographie et de la natalité française. Et comme le dit Éric Zemmour, même s'il est un peu caricatural des fois, la démographie, c'est l'histoire. À partir du moment où ce principe de tanistrie est remis dans le royaume de France, la natalité va passer de, je sais pas c'était combien d'ailleurs, peut-être disons une dizaine, moi mes parents sont issus d'une famille de 10 enfants, à 2 ou 3, aujourd'hui 1,5 à ce qui paraît. Donc ce projet que certains qualifient de satanique ne s'arrête pas là. Maintenant que la partie verticale du père est tombée, il faut s'attaquer à la partie horizontale. Donc après cet assassinat symbolique, le père s'est perdu dans une caricature du patriarcat. Moi j'appelle ça du patriarcat dégénéré, qu'on peut voir au XIXe siècle, dans la classe bourgeoise en fait. C'est-à-dire que là effectivement il va y avoir une domination de l'homme sur la femme, mais uniquement dans cette petite classe-là. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que, là les fémènes et toutes les féministes, pour elles c'est parfait, parce qu'elles disent, regardez, ça c'est le patriarcat, l'homme domine la femme, l'homme est un tyran, il frappe sa femme, etc. La femme n'est pas libre, donc il faut combattre le patriarcat. Mais ce patriarcat-là, c'est un patriarcat dégénéré. Parce que le père est coupé de la spiritualité. Il est coupé de la transcendance. Donc il est perdu dans une horizontalité, une matérialité qui n'est pas de son fait. Donc effectivement, ça a existé, mais de là à dire que tous les hommes sont... que le patriarcat en tant que tel est violent, d'après ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est vraiment se foutre du monde, quoi. Je ne sais pas s'il y a des femmes qui nous regarderont. Mais... Donc, mais ça suffit pas, ça ne suffit pas, parce que le père existe encore. On est encore là, messieurs, on est encore pas mort, quoi. Donc pour le système, si tant est qu'il existe, c'est encore trop, on pourrait se réveiller. Donc on a, je répète toujours la même chose, mais c'est très important, on a détruit la partie verticale, la partie spirituelle, la partie la plus importante. Maintenant, on va essayer d'atteindre la partie matérielle, qui est quand même aussi importante. Donc comment on va faire ça ? Ben moi, je viens de la région de Lorraine. On a beaucoup souffert de la guerre 14-18. Ça, c'est parfait, ça. Faites-vous battre des hommes catholiques entre eux. Et puis, vous avez toute une classe, toute une génération entière qui disparaît. Et effectivement, comme on l'a vu dans le film, les femmes sont obligées de remplacer l'homme, de se mettre au travail. Sûrement à ce moment-là, il s'est cristallisé des rancœurs. C'est tout à fait possible. Donc... Alors il y a quelque chose dont je ne vous ai pas parlé avant, c'est le principe des trois fonctions. Fonction spirituelle, guerrière et disons plus archaïque, on va dire. À partir du moment où on a tué le roi, la classe spirituelle, donc la classe supérieure, a disparu. Donc on s'attaque à la classe guerrière. D'où la guerre 14-18. L'homme n'est plus qu'un guerrier. Maintenant il faut s'attaquer au peuple. Parce que on peut dire par démission successive, c'est le peuple, c'est nous aujourd'hui qui sommes garants de la tradition primordiale. Il n'y a plus personne au-dessus de nous. C'est la première fois dans l'histoire que ce phénomène arrive, quoi. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va tuer l'homme de l'intérieur. On va le féminiser de l'intérieur. C'est la première partie du film.
avec les pesticides et compagnie. En fait, l'avènement du fils, du père nouveau, on pourrait dire, est complètement bloqué par ces agents-là. Ces agents de pesticides, ces perturbateurs endocriniens et compagnie. Il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus, pas seulement de parler des concepts, mais de voir comment on pourrait entre nous réussir, d'ailleurs ça existe déjà, hein, mais réussir à contourner ce biais-là, parce qu'on peut le faire, c'est très facile. On n'est pas obligé de manger de la merde, on n'est pas obligé de suivre ce qui se passe à la télé. Enfin, je sais que vous êtes tous là-dedans, mais je parle en général, quoi. On n'est pas obligé de faire ça, quoi. Dans toutes les villes, à Reims ça existe, hein, je me suis renseigné, il y a des petites coopératives où vous pouvez acheter de la viande à votre petit producteur du coin, il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas de perturbateurs, il n'y a rien du tout. Donc l'être humain, l'homme, le masculin peut se développer, quoi. L'exemple de Gilles Lartigot est parfait quand il explique qu'il y a dans le port de Marseille, il y a des poissons qui sont complètement féminisés. Et les hommes sont... Enfin, le masculin, en tout cas, n'existe plus, quoi. Donc, je reviens pas sur la PMA, la GPA. Je crois qu'on a tous compris. Il y a comme un espèce de souffle, hein. Marion explique ça bien dans le film, c'est qu'il y a le premier souffle, la mort du roi, le deuxième souffle, mai 68. Tout ça, c'est la même chose, c'est le même projet. Comme on n'a pas trop le temps, je reviens pas là-dessus, mais c'est mort du roi, on élimine cette partie, mai 68, on élimine cette partie-là. C'est-à-dire que on doit tuer l'autorité, tuer le père, c'est la crise, c'est la prise de pouvoir des agents de ce projet-là au gouvernement, quoi. On est encore là-dedans aujourd'hui. Regardez mon film, tout est dedans. Donc, je serais bien aise de vous conter cette histoire symbolique sans vous proposer une approche vers le futur. Parce que, encore une fois, comme on l'a dit au début, c'est très anxiogène. Donc, on va essayer d'avoir un peu d'optimisme. Mais du réalisme. Moi, quand je discute avec des jeunes de ma génération, je pense qu'on a compris beaucoup de choses et on est avide de faire autrement, quoi. Donc, il y a quand même une première option dans les perspectives, c'est que rien ne se passe, aucune révolte. Le père disparaît. Dans quelques décennies, enfin, quelque part on y est déjà, mais la mâchoire dont je vous parlais tout à l'heure se referme sur nous. Aujourd'hui, on est dans un monde néo-matriarcal, hein. On n'est pas dans Big Brother, on est dans Big Mother. Vous prenez aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui ne travaille pas, il gagne la même chose que celui qui travaille. On est dans Big Mother. C'est parfait, quoi. C'est comme si on avait un énorme sein devant nous, on était constamment allaité par du lait maléfique, on pourrait appeler ça comme ça. Donc les bébés éprouvettes, voilà, on a vu dans le film l'exemple des enfants qui sont achetés, qui sont vendus. Bref, le capital a mis la main sur l'enfant. Le marché a mis la main sur quelque chose de sacré, quoi. Donc la deuxième option, c'est un peu mon appel, c'est que ma génération se réveille. Ça, c'est très compliqué, mais c'est quand même faisable. Là, on est tous les deux, on a le même âge, on a 30 ans. Et c'est aussi pour ça que je suis très content de partager l'affiche avec Charles, parce que c'est à notre génération de se bouger, quoi. Il ne faut pas attendre que nos parents se réveillent. Pour la plupart du temps, c'est trop tard. Pas pour les miens, mais pour la plupart du temps, c'est trop tard. Et ceux qui viennent après, ce ne sera pas possible. Moi, je travaille un peu dans le milieu de l'éducation. C'est des enfants qui sont H24 sur leur téléphone. Autorité égale image. Il y a une rupture d'espèce qui est en train de se produire, qui est énorme, où les familles qui élèvent leurs enfants par l'écran finalement vont élever des moutons, quoi, des esclaves parfaits. Et puis les familles qui sont encore un peu traditionnelles, ça existe encore, vont pouvoir dominer les autres sans aucun problème. On se crée des guerres futures assez géniales. Donc, comment faire revivre cette figure paternelle? Donc je pense que cette symbolique de la croix, on ne pourra plus la faire revivre uniquement par le masculin. C'est quelque chose qui va se faire à deux. Moi, j'appelle à la révolte des couples, quoi. À la révolte de la famille conjugale, c'est-à-dire que chacun son rôle. Et l'homme redeviendra un homme grâce à la femme. Sans la femme, on ne sert à rien, quoi. Enfin, on est tous d'accord. Et d'ailleurs, les femmes sans nous, elles peuvent s'en sortir, mais nous, sans une femme, on a toujours du mal. C'est-à-dire que le couple conjugal, enfin la famille conjugale, va pouvoir recréer cette symbolique de la croix, donc pouvoir être le nouveau garant, si on veut, de la tradition primordiale. On peut faire revivre le catholicisme et la France par la famille. Pour information, je vous le dis, je vais essayer de créer un mouvement qui va aller dans ce sens-là,
qui va être un mouvement générationnel, donc qui va être un mouvement, entre guillemets, très, comment dire, très discriminatoire. C'est-à-dire que ce sera réservé, entre guillemets, à une élite. Une nouvelle noblesse, on va dire. Nouvelle noblesse. On gardera ça, alors. Et donc, l'objectif sera qu'entre trentenaires, je veux dire, aujourd'hui on a 30 ans, on est en âge de fonder une famille. On se réunisse entre nous et on apprenne. On apprenne à retrouver la complémentarité primordiale avec l'autre. Aujourd'hui, on nous parle de racisme toute la journée à la télé. Mais le vrai racisme, c'est l'homme envers la femme et la femme envers l'autre. Et la femme envers l'homme, pardon. La vraie réconciliation, elle serait là. C'est quand chacun sera à sa place, la symbolique de la croix renaîtra et la France renaîtra en nous. Alors je dis pas que c'est un mouvement de masse, hein. Pas du tout. Peut-être que la France va s'effondrer, va devenir ce que vous voulez, mais au moins nous on sera là, quoi. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'ai pas trop répondu à la question de la conférence, qui était le meurtre du père au service du libéralisme. Je vais le répondre en une phrase. Parce que pour moi, le meurtre du père n'est pas seulement au service du libéralisme, mais il est la condition première à son avènement. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bien.